Frédéric Verst, que je vais vous présenter très rapidement. Parce que je sais peu de choses sur lui, mais il va nous dire le reste. Donc, est agrégé de lettres, il enseigne, et par ailleurs, auteur de ces deux remarquables anthologies, Ward, 1er et 2e siècle, puis maintenant Ward, 3e siècle. Il a passé la parole pour ouvrir cette anthologie du 3e siècle à quelqu'un qui s'appelle Émile Ouattade et qui, lui, est un descendant des Ward. Et tout de suite, moi, j'ai envie de poser la question parce que vous êtes donc vous-même locuteur du Ward Wesson, mais apparemment, vous n'êtes pas le seul puisqu'il y en a un certain nombre qui figurent dans ce recueil. Est-ce que vous-même, vous avez une ascendance Ward ? Bonsoir à tous d'abord, et puis locuteur, vous dites locuteur, oui, en tout cas, ça dépend si on se place du point de vue de la fiction, du point de vue de la métafiction, du point de vue de la réalité, tout ça étant un peu mêlé. Disons que je suis le scripteur, en tout cas, scripteur ou écrivant en Ward Wesson, et en même temps compilateur puisque l'essentiel des textes que j'écris sont prêtés à des auteurs, soit anciens, soit contemporains, comme c'est le cas donc d'Émile Ouattade, qui est donc le préfacier en quelque sorte du 2e volume, et qui lui donc est Ward. Tout à fait. Quant à moi, que vous dire? Est-ce que vous êtes né bilingue? Non, bien sûr, j'ai appris, mais je pense que comme d'autres gens aussi dans la réalité, j'ai quelques pourcentages de Ward. Voilà, je suis un petit peu Ward malgré tout. En tout cas, je le deviens de plus en plus. D'accord. Alors, effectivement, la question se pose, puisque vous n'êtes pas né, de la façon dont cette langue, dont vous avez rencontré cette langue. Et c'est une vraie question, parce qu'au-delà de la fiction et de la métafiction et de tout ça, moi je me suis vraiment posé à la lecture de ces ouvrages la question de savoir qu'est-ce qui vous est venu d'abord? Est-ce que c'était le son ou est-ce que c'était les histoires? Est-ce que vous avez pensé tout ceci, tout ce que vous avez transcrit en français, puis vous l'avez traduit en Ward Wesson? Ou est-ce que vous avez entendu ce son et ensuite il a fallu le traduire? C'est ni l'un ni l'autre, c'est pas réparti de façon aussi stricte et aussi absolue. Lorsque j'écris en Ward Wesson, donc il se peut en effet que j'ai une vague idée d'histoire à raconter ou un vague sujet à traiter. Néanmoins, les phrases se forment en Ward Wesson. Donc, se forment lorsque je les écris, évidemment, en Ward Wesson. Donc, ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a dans le cerveau, c'est un peu un mélange, une espèce de soupe où se mêlent sans doute des idées générales en français et puis déjà des bribes ou des potentialités en Ward Wesson. Il y a des mots déjà, avant d'écrire, il y a des mots dont je sais que je vais sans doute les employer parce que simplement c'est ce dont j'ai envie de parler. Et ensuite, donc, ça s'élabore dans une espèce de dialectique. Mais peut-être que dialectique, c'est déjà trop distinct. Je crois qu'on est plutôt dans un phénomène, en effet, une espèce de bilinguisme qui fait que, en tout cas mental ou intérieur, qui fait que je passe sans forcément le savoir de l'un à l'autre. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont participé à cet atelier qui précédait cette rencontre, ce qui est vraiment très dépaysant, c'est la syntaxe, c'est la façon de la grammaire, qui certes emprunte des éléments à des grammaires connues dans telle ou telle langue, mais en tout cas qui est très éloignée de la grammaire française, et qui pose beaucoup de question de compréhension tout de suite. Je veux dire qu'après 3 heures d'atelier, on en sort avec le cerveau quelque peu réchauffé. Donc, j'ai envie, avant qu'on aille plus loin dans la découverte de cette langue et de cette civilisation, parce qu'il s'agit bien de ça, que vous puissiez, vous qui n'avez pas encore entendu la langue,
l'entendre pour savoir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voulez bien nous lire un premier extrait et nous raconter de quoi il s'agit? Bien sûr. Peut-être pour reprendre votre dernière remarque, elle répond en fait rétrospectivement à la question précédente, à savoir que le fait même d'avoir une syntaxe qui ne se laisse pas réduire du tout à un mot à mot du français ou d'une langue indo-européenne fait que si je peux dire, je pense valorisant quand j'écris valorisant, évidemment, ça ne coïncide pas mot à mot. Écoutez, je peux peut-être relire justement le texte sur lequel on a travaillé tout à l'heure, et si on a le temps, je lirai peut-être la traduction, voir une partie de l'histoire, en tout cas le début de cette histoire. Donc là, je peux peut-être le présenter en quelques mots, puisque cette fois-ci, il n'y a plus de mystère à entretenir pour les participants de l'atelier. Il s'agit d'un... Il y a un nouveau public, hein, donc le suspense peut rester entier. Il s'agit en tout cas, voilà, disons-le très simplement, il s'agit d'un récit donc, de la période classique des Wards, qui correspond donc à la fin de leur IIIe siècle, parce qu'ils ont évidemment un calendrier. Avant qu'ils ne rencontrent le calendrier chrétien, ils avaient leur propre calendrier. Donc l'histoire est datée de la toute fin du IIIe siècle du roi Zaragabal, ce qui doit correspondre, si je ne m'abuse, au tout début du XVe siècle de notre ère. Voilà, c'est un récit, disons, comique et satirique, qui présente un narrateur inattendu et que vous allez découvrir donc, au fil du texte. Et d'abord donc la version originale. Kawan abwar uwiranam wasbad jurnal tsangani röz yakan kemun awaranis yakan kemun gaswa nam u atazan zemut maganus adarait antenarnet esta akmet arnis uqar afen zes abset wabarad nazma azarwanan jant abmedanis u nazar wawir satama onis erka tsan awabis werbezanja anzun kan namnus warwas u zema zerum wabad zenun warenam u malmatan aker enawemna twa nazma kem awen wamad ja wamun erka amadaut u wawir emjam ker andentake u nazamat arnis kem garad zagmen zamu met arnis u köthan sarban kem sanga jaudan waraif agzamu abdun wekinat kebain met jaron jatnis wana ewe saraban ba welba wamba kawant abwenath mena u akharan erna zun gara wai u watar kernan marun gardazon erza kirjera ner jakail aber agun nem ante wastan mehazen algarad alkatwazan wena ba wamat wamartan arwan am aternin zeman examen chakan wazau barwa ab agamagror atar anzamail ab zamanta böz erbagan jarago ware yukemat yam umatsan ab nazma utse adnayis kan jazarnen wur yam uwanar wanga kan erga warnam ubanam centan wur barsawa ut uyis te amar wanga nam gur utseat kemail ware nayis man ubamastan arnis ak warka ak kan fukardam umaga antun arzarna. Et donc j'arrête là le supplice pour vous. Et la traduction, une traduction en tout cas, puisque nous en avons maintenant le grand nombre, plusieurs traductions possibles et assez différentes, et beaucoup de trouvailles de la part des participants de tout à l'heure. Il y a aussi une traduction portugaise qui circule sous le manteau depuis 1 heure à peu près. Et une traduction anglaise, dont d'ailleurs l'auteur est présent, et dont je vais peut-être, si on a le temps, lire 2 mots. Alors, d'ailleurs, je vais prendre la traduction pour le début en tout cas, puisque j'ai fait nos traductions pendant ce temps. Malheureux que je suis, pourquoi est-ce que je me retrouve au fond de ce local obscur? Ai-je été trop distrait? Ai-je été maladroit? Me voilà dans un trou fétide, abandonné de tous, si ce n'est d'un vieux sourd-muet bien méchant qui me tient serré dans sa main gauche. Mais comment vais-je m'en sortir? J'ai beau appeler au secours, personne ne m'entend. Si ma mémoire de leur coutume est bonne, il paraît que je vais devoir dormir ici pour encore 70 mois. À quoi m'occuperai-je pendant tout ce temps? Ce sera à mourir d'ennui. C'est que ça ne plaisante pas ici. De tout ce peuple d'asticots, pas un seul qui me fasse la conversation, absorbés qu'ils sont par leurs travaux gourmands.
Ils me rongent le moral avec leur bruit de mastication. Encore heureux que ces larves ont des dents trop fragiles pour mon squelette de métal. Pourtant, je veux m'amuser afin d'oublier l'immobilité. Quelle vie de voyageur ai-je en effet vécu. Mieux que Cardazone, j'ai fait tout le tour du pays. Pas un pèlerin qui ait circulé autant que moi sur d'aussi longues distances, hormis les collecteurs d'impôts royaux, bien sûr. Pour dépenser l'attente, je me rappellerai les choses que j'ai vues et je les raconterai, pourvu qu'un officiant d'exhumation se présente pour me délivrer avant que j'aie terminé ce récit. Qu'as-tu à protester, lecteur? Tu es certain, dis-tu, qu'une pièce de monnaie ne saurait parler? Tu as l'esprit clairvoyant si tu as deviné à quel genre de créature j'appartiens. Mais tu n'es pas encore de la plus haute clairvoyance, car en fait de monnaie, je suis un cerceau. Et à quoi me sert, à ton avis, cette ouverture en plein milieu de ma tête, si ce n'est à la parole? Donc ce sur quoi les malheureux participants à l'atelier ont dû plancher. Donc c'était une véritable version de ce passage donc, qui raconte le début d'un récit dont le narrateur est une pièce de monnaie, une espèce de pièce de monnaie ancienne évidée en son centre et qui donc a une sorte d'ouverture qui lui sert à parler et donc à raconter l'histoire qui commence par ces paragraphes-là. Je peux raconter juste qu'il y avait une remarque qui a attiré mon attention, c'est que il y a une expression là, officiant d'exhumation, c'est effectivement un métier que nous ne connaissons pas, parce que ça a un rapport avec une tradition chez les Wards, et on a réfléchi sur le terme exhumateur éventuellement, mais apparemment vous rechignez aux créations verbales, hein, du moins en français. Oui, je pense que pour la création verbale, il y a déjà en plus multiplier les néologismes en français, je vais me faire détester à l'ancien. D'accord. Donc, voilà, nous avons entendu cette sonorité assez singulière où les A dominent, hein, c'est quand même très nettement. Oui. Très nettement. Et alors, j'ai lu quelque part dans la presse une comparaison avec la langue arabe. Bon, moi, j'ai pas particulièrement... peut-être c'est à cause c'est quelqu'un qui ne l'aurait pas entendu, et il y a des translittérations qui peuvent, avec le Q sans U, qui peuvent faire penser à l'arabe, des choses comme ça. Cela dit, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Beyrouth. Et donc, est-ce que vous avez un lien particulier qui aurait orienté votre imaginaire à la culture arabe? Alors c'est possible, évidemment, avec toutes les distances et tous les niveaux d'ironie possibles. La vérité, c'est qu'à Beyrouth encore, d'ailleurs, lorsque je participais avec des élèves d'un lycée franco-libanais à Beyrouth à des lectures et à un atelier justement sur le wardouezan, ils ont tout de suite dit, mais ça n'a aucun rapport avec l'arabe, évidemment. Même remarque en Algérie, lorsque ça m'est arrivé aussi. Donc d'un point de vue morphologique, grammatical, syntaxique, linguistique, de façon très générale, il n'y a évidemment aucun rapport avec l'arabe, en tout cas de façon très générale. Du point de vue phonétique, il y a quelques sonorités qui sont en effet présentes en arabe, mais qui sont dans bien d'autres langues aussi. Donc le q, le th, tout ça on en a en arabe, mais on en a aussi dans d'autres langues. Il y a peut-être un son que j'ai pu emprunter sciemment à l'arabe, qui est le r, qu'on transcrit, qu'on translitère généralement GH. Alors il est vrai que j'ai étudié l'arabe pendant quelques années, que probablement ça m'a amené aussi à une forme de distance, en tout cas par rapport aux structures grammaticales des langues européennes, même si l'arabe n'est pas si éloigné que cela d'une langue indo-européenne, quoi qu'elle ne le soit pas. Voilà, c'est plutôt que ça a été un point de départ, disons, pour me détacher et du français et plus généralement des langues européennes. Voilà. Mais il n'y a aucune intention d'imiter l'arabe, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens, ni non plus de l'utiliser comme unique levier en quelque sorte pour sortir de l'univers linguistique qui était le mien avant. Voilà. C'est plutôt... ça a été, disons, une direction, une étape dans la découverte ensuite du wardouezan. Alors, je veux ici aussi rapporter un peu l'expérience puisque du haut de mes 2 heures ou 3 de wardouezan, je vous domine évidemment d'une connaissance bien supérieure. Et je voudrais juste dire qu'il y a des choses
qui paraissent tout à fait étonnantes, puisque Frédéric Verst a commencé par nous dire qu'il n'y avait absolument aucun épithète, enfin il n'y a pas de... Voilà, dans cette langue, il n'y a finalement que des verbes, des substantifs, et alors des petits mots de liaison qui viennent syntaxiquement complexifier cette structure-là. Et que d'ailleurs un verbe peut devenir un substantif très rapidement. Comme dans beaucoup de langues. Comme dans beaucoup de langues, voilà. Et alors il y a des coverbes, il y a des attributs, enfin voilà. Et toute cette grammaire qui est d'une assez grande complexité, finalement, part sur le fait qu'au départ, il y a un certain nombre de types de mots qui n'existent pas. Oui. Alors complexité, il est vrai qu'en 3 heures, on peut être un peu, en effet, plongé dans un bain d'étrangeté. En réalité, le warloésan, me semble-t-il, est plutôt une langue assez simple, au sens où elle a un certain nombre de règles générales de grammaire, de catégories donc grammaticales, mais qui sont pour l'essentiel communes avec des choses qu'on peut ou connaître ou en tout cas facilement imaginer. Elle a quand même quelques particularités, le fait en effet qu'elle n'est ni adjectif, aucun adjectif d'aucune sorte, ni aucun adverbe de manière en tout cas, ni verbe être, ni verbe avoir. Donc il y a un certain nombre d'évitements qui est volontaire de ma part. Dans l'idée, mais je ne suis pas entièrement revenu de l'idée, que dans l'idée assez classique par ailleurs que en supprimant ces catégories-là, on infléchirait forcément disons, la conception du monde pour aller vite, et puis la façon aussi de concevoir les relations entre les concepts et par là même entre les choses. Donc, la suite de la question m'a déjà échappé, pardon. Oui, non, vous étiez parti sur l'idée que c'est pas si compliqué. Voilà, oui. Alors, d'une part, donc l'idée d'éviter certaines choses qu'on connaît, par exemple en français ou dans des langues européennes. D'autre part, donc le fait que une fois qu'on connaît une dizaine ou une vingtaine je dirais pas de règles parce que ça n'a pas de sens, mais de situations, disons, linguistiques. Par exemple, le fait que beaucoup de phrases n'aient pas de verbe, qu'on puisse construire des phrases sans verbe très facilement pour décrire des états ou des situations, ou pour énoncer des constats, ou pour décrire simplement quelque chose. Le fait que la plupart des noms est un pluriel irrégulier, donc ça c'est le truc un peu embêtant dans la langue, il faut apprendre tous les pluriels mot par mot, mais sinon il n'y a pas de très grande difficulté. Le fait que toutes les prépositions aient 2 formes qui ensuite régissent des constructions différentes. Voilà, il y a peut-être une dizaine comme ça disons, de situations grammaticales ou de situations linguistiques qui sont propres à la langue. Bon, une fois qu'on en a l'habitude, on peut assez facilement ensuite s'aventurer dans le texte, et pour moi, dans l'écriture du texte. Et alors, votre hétéronyme dans la préface, là, il parle d'acception du monde plutôt que de conception, mais alors, justement, cette acception du monde... qu'est-ce que cette structure grammaticale engendre précisément d'après vous? Le fait de supprimer le verbe être, par exemple. Il y a des phrases. Oui, bien sûr. Et plus généralement, le fait de ne pas avoir recours à une phrase verbale, donc à un verbe, c'est-à-dire ne pas concevoir tout, même si évidemment nous n'en sommes pas conscients, mais dans toutes les langues européennes, par exemple, et en quelques locutions exceptées, mais on réduit toujours tout à une action. Une phrase verbale, une phrase averbale plutôt, est quelque chose de rare. En tout cas, c'est un décalage stylistique ou peu importe. En tout cas, par rapport à une norme, le fait même de dire je pense et de dire je pense, de concevoir je pense comme une action, donc comme on exprime ça par un verbe, donc par une action, est une chose qui ne va pas de soi. Est-ce que penser est un acte? Bon, peut-être que les existentialistes seraient d'accord avec ça, pour prendre de vieilles écoles. Mais ça n'a rien d'évident. Penser, pour les Wards, par exemple, penser, c'est plutôt une situation, c'est pas un acte. Alors évidemment, ils ne peuvent pas dire je suis, donc la question, puisqu'il n'y a pas de verbe être, la question est réglée par la même, mais beaucoup de choses que nous, on rendrait simplement par un sujet je et un verbe je fais, un verbe au présent, par exemple, pourront s'exprimer de bien d'autres façons, soit par un verbe impersonnel, auquel cas on lui attribue implicitement une référence à soi-même, par exemple à celui qui parle, à un sujet, ou bien par simplement une phrase sans verbe, où
on établit une corrélation entre un sujet, une espèce d'attribut, et puis un troisième terme obligatoire dans la grammaire du wardouésan, qui explicite par exemple le lien, la relation qu'on fait entre ce dont on parle, le thème, et puis ce qu'on en dit, en gros le prédicat, pour prendre les catégories traditionnelles. Alors la conséquence première, je crois, même dans les textes, c'est qu'on va avoir une attitude face au monde qui sera peut-être davantage tournée vers la contemplation, donc l'acception d'un monde, une contemplation, une constatation souvent, une description évidemment. Littérairement, cela peut donner lieu à tout un genre qui est à la fois narratif, au sens où ça raconte quand même par exemple, des périples, des voyages, donc des trajets, mais qui se font pas tellement sur le mode de l'action, ni de la conquête, ni de la prise vraiment du territoire, mais plutôt d'une traversée, donc plutôt sur un mode donc qui renvoie à la fois à une contemplation, une situation, quelque chose de peut-être plus apaisé, enfin plus paisible même vis-à-vis du monde, et en tout cas pas comme très souvent c'est le cas en Occident, pas dans la confrontation, et encore moins dans le conflit avec les choses. On est traversé en fait. On traverse, oui, voilà, on traverse. Alors ça, si on dit ça, ça sera déjà une forme impersonnelle, ou en tout cas une forme où on n'exprimera pas un sujet réellement. Et puis voilà, surtout on voit le monde, et on peut le décrire, on en parle évidemment, mais on ne le conquiert pas et on ne l'oppose pas à soi. Voilà. Dans les rudiments de grammaire que nous avons reçus pour démarrer, il y avait notamment un petit paragraphe sur la morphologie verbale où sont détaillées des formes verbales que l'on rencontre, et il y a des formes justement, enfin cette distinction entre l'actif et le passif est très forte en wardouésan. Plutôt entre l'action et ce qu'on pourrait appeler la situation, quoi, l'action et la situation. Et alors, je lis par exemple le participe actif présent, le participe actif passé. Il y a aussi un participe passif. Et comme en français. Oui. Voilà. Et puis alors, il y a le gnomique, qui est une forme impersonnelle exprimant une vérité générale ou une habitude. Alors le gnomique, c'est formé sur... c'est une catégorie linguistique qui existe, ou parce que moi je la connaissais pas, ou ça c'est vraiment partie du... Oui, le mot doit être employé, oui. Il est quelquefois employé en effet pour... Parce que moi j'ai tout de suite pensé à l'elfique, évidemment. Non, évidemment, c'est vraiment l'idée plutôt d'un aoriste, enfin, pour prendre un terme de la grammaire grecque, donc d'un aoriste. Et ici, avec la particularité, c'est qu'il n'a pas de personne. Donc, sauf si on la précise, on peut la préciser dans un second temps, mais pour chaque verbe, il n'y a qu'une seule forme de cette espèce de mode ou de temps, qui est donc essentiellement impersonnel, mais qui a une valeur donc, à la fois générale ou d'habitude, mais avec un certain effacement du sujet, même si ensuite on peut très bien réexprimer un sujet. Bon, et pour dire, et cette forme verbale du gnomique, alors il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas disons une transcription mécanique de la grammaire dans une pensée ou dans une philosophie, mais elle peut peut-être aussi expliquer pourquoi il y a chez les Wards un goût pour les aphorismes, puisque ce temps-là il est très fréquemment utilisé dans les proverbes, dans les aphorismes, et plus généralement dans les textes, disons, philosophiques, puisqu'il y a différentes écoles de philosophie chez les Wards. Donc tout à l'heure, je montrais que ce sont des hypothèses, il faudrait vraiment, c'est pas moi qui le ferais, mais on pourrait étudier ça de façon plus précise, mais le fait qu'il y ait beaucoup de phrases sans verbe induit peut-être l'idée un goût en tout cas des Wards dans leur littérature pour la prose poétique, disons, assez descriptive. Le fait qu'il y ait ce gnomique, ça peut aussi avoir des incidences sur leur goût pour une réflexion morale, enfin pas morale, disons plutôt philosophique et un peu générale. Voilà. Bon, j'avais tenté une transition un petit peu lourde vers le langage de Tolkien, mais on pourra y revenir plus tard, parce que là j'ai plutôt envie de poursuivre sur ce que vous ouvrez comme... possibilité de discussion, à savoir les différents genres littéraires que vous regroupez dans ces anthologies. Et il y en a un bon nombre, puisque vous citez les écrits religieux, la poésie, et
bon, vous en avez parlé, la satire, etc. Et il y a dans ce volume qui couvre le IIIe siècle, la période classique d'Heyward, un certain nombre d'encadrés qui présentent ces formes littéraires. Donc vraiment, l'ouvrage est composé comme une anthologie qui explore cette littérature avec voilà, une énorme diversité de formes. Est-ce que vous pouvez, par exemple, voilà, nous parler, soit nous lire, soit nous parler de quelques-unes de ces formes? Je vois par exemple qu'il y a un encadré sur la poésie. Alors, la poésie elle-même a des formes fixes et puis évolue dans le temps, dans l'espace. Il y a des variantes. Vous pouvez dresser un petit panorama de ça? Alors, par exemple, sur la poésie, pour ce qui était, en tout cas, publié pour l'instant, donc les deux volumes, la poésie apparaît dès le tout début de l'histoire écrite d'Heyward. Les premiers auteurs dont on connaisse au moins le nom, même si on n'en a pas les textes, sont, en tout cas pour l'un d'entre eux, certainement un poète. La poésie la plus ancienne qu'on trouve chez Heyward est une forme fixe, ça s'apparenterait à ce qu'on appellerait une forme fixe, composée donc généralement donc de 9 des formes, donc des poèmes, des strophes de 9 vers, eux-mêmes plutôt, comptant eux-mêmes donc 9 ou 11 syllabes, suivant les cas, suivant les auteurs. Ces poèmes les plus anciens s'appellent des Feuzaron. C'est un mot qui dérive d'un nom de lieu. Feuz, c'est une ville de leur royaume, situé au bord d'un lac, le lac étant lui-même au centre de leur territoire. Et au bord de ce lac, enfin sur ce lac, vivent toutes sortes d'oiseaux, et ce sont les thèmes exclusifs de ces poèmes. Donc, dans ces anciens poèmes d'Heyward, donc on n'évoque jamais d'êtres humains, uniquement des oiseaux, dont on décrit en gros le comportement, le vol, la situation, on les met en scène en quelque sorte, sans les humaniser réellement, mais en faisant en sorte que ça puisse évoquer quand même quelque chose d'humain, en tout cas un problème plus général, qui serait à la fois un problème animal et humain. Et le ton de ces poèmes est généralement un ton contemplatif, quelquefois un ton élégiaque. Par exemple, il y a des poèmes où on décrit le comportement amoureux des oiseaux, ou bien le fait qu'ils se nourrissent, le fait qu'ils volent plus ou moins haut, etc. Et sans que ce soit... C'est difficile à exprimer parce qu'on a tellement de catégories toutes faites, mais sans que ce soit symbolique. Ces oiseaux ne sont pas des symboles de comportement humain. Ce ne sont pas des métaphores non plus. Ce sont, comme je le disais un peu tout à l'heure, des choses qu'on voit tout simplement et dont on tient, et dont on rend compte. Alors de ce genre initial le plus ancien dérive un autre genre apparu donc 2 siècles plus tard, qui formellement est identique au sens où il y a toujours 9 vers, généralement de 9 ou 11 syllabes, mais comme à l'époque la capitale royale a changé, elle a été déplacée du bord du lac jusque dans des montagnes assez élevées avec un paysage plutôt de gorge assez aride. Du coup, les paysages qu'on va décrire, les animaux ou les plantes qu'on va décrire seront empruntés à ces nouveaux paysages, non pas désertiques, mais disons plutôt assez arides. Donc là, les oiseaux peuvent être présents, mais on peut avoir d'autres animaux, on peut avoir aussi des plantes, on peut avoir simplement le relief qui fait l'objet de leur description poétique. Alors ça, ce sont, disons, là, c'est le genre principal. Alors il y en a beaucoup d'autres qui sont apparus, soit qui viennent de pays voisins d'Heyward, qui sont en quelque sorte des emprunts à d'autres littératures de leurs voisins, notamment le genre du quatrain, enfin ils connaissent les quatrains. Et puis il y a une forme particulière aussi qui apparaît au IIIe siècle, qui s'appelle le carré, et qui, comme son nom le suggère, comporte le même nombre de vers qu'il y a de syllabes par vers. Voilà. Et là, pour ces formes-là, il n'y a pas de thème imposé. On peut utiliser ces formes-là pour n'importe quel thème. Voilà, mais disons que de façon générale, la poésie d'Heyward garde quand même quelque chose de son origine, à savoir qu'elle traite de l'espace plus que de l'homme. C'est pas une poésie qui est franchement lyrique, en tout cas qui n'est pas directement lyrique.
il existe des poèmes où on trouve des sentiments, bien sûr, on exprime des sentiments, mais c'est pas ce qui domine, c'est plutôt l'espace. Une participante à l'atelier vous a demandé s'il y avait des mots Ward qui étaient passés dans la langue française, et vous avez répondu que oui, bien sûr, et que c'était plutôt des mots en rapport avec la faune, justement. Oui. Et voilà, ou la flore. Ou la flore, oui. En tout cas, il y a une espèce de camélidé dont nous avons parlé qui... exact, il y a aussi des serpents caméléons, des tsaramantes. Ah oui. Tsaramante, on va pouvoir le transcrire comme ça. Donc, ce sont des serpents qui changent de couleur, comme leur nom l'indique, des serpents caméléons. Il y a aussi des libellules de toutes sortes de couleurs, il y a des punaises argentées volantes, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et il y a donc aussi, alors il y a des, dans votre recueil, il y a certaines formes poétiques qui appellent différentes traductions. Par exemple, je pense là à celle que j'ai sous les yeux, le chant de la vallée divine, qui et donc a été traduit par vos soins, et puis il y a une autre traduction d'Augustin Zoma qui est proposée, et qui donc, elle, est une traduction en alexandrin rimé. Alors c'est effectivement peut-être intéressant d'entendre diverses traductions possibles. Donc un poème et ces deux traductions. Oui, tout à fait. Je pensais justement lire un extrait de ce recueil. Pour en dire un mot, il s'agit d'un ouvrage assez central dans la poésie des Ward. Sans entrer dans le détail de leur mythologie, disons qu'ils ont à la fois toute une tradition mythologique ancestrale du genre, disons, polythéiste, pour aller vite, donc tout un panthéon de dieux, et puis là-dessus c'est ajouté donc, au tout début donc, de leur histoire écrite, donc en gros vers leur année 0, une sorte de culte venu de l'étranger qui ne se substitue pas à cette mythologie, qui s'y surajoute, mais qui tend en tout cas à y occuper une place, disons, suprême, un dieu qui s'appelle Paraton, et qui, sans éliminer les autres dieux, comme ça a pu se produire entre l'Antiquité dite païenne et le début du christianisme en Occident, vient compléter en quelque sorte et parachever, disons, l'ancien panthéon. Bref, ce dieu Paraton, il est l'un des thèmes de ce recueil de poèmes, et il est mis en relation avec un des héros de l'ancienne mythologie, un humain cette fois-ci, qui est le premier Ward venu de l'île du Nord et qui a exploré l'île du Sud, sur laquelle tous les Wards se trouvent réfugiés en quelque sorte, et sur laquelle ils vivent en fait depuis plusieurs siècles. Donc il y a une sorte de double discours, à la fois héroïque et religieux. Et là je vais lire donc je crois que c'est le tout premier donc la toute première de ces strophes, ou le tout premier de ces chants, qui correspond donc en quelque sorte la naissance du dieu Paraton. Armaqa we mem arwaz arwanan ein nerba tarten tagar nafaran natwator twen qentwarwis qarazan gam newun gam ab gazar gawadan qet parman qepait qaban Paraton zirt renan arrem einen zarawant zaftweran abtwarz agun zaramant ze merza meza zana zanaran Kanaga man mat menzar nagazan. Vous l'avez peut-être entendu, mais il y a un retour très régulier de l'accent. Il y a un rythme qui caractérise la métrique justement des Wards. Alors la première traduction, elle est en gros littérale. Le dieu au visage de lumière prend la parole. De l'encensoir de l'aurore, un chant annonce des fleurs sauvages. Parfumé de mimosa, le soleil anéantit le confus. Le matin, par-dessus les montagnes vierges, fait retour. Le jet prit Paraton dans son babil joyeux. La vallée sépare l'absolu du presque rien. La nuit noire se change en vert, comme un serpent caméléon. Dans la rosée de cuivre, l'heure redit son histoire, et le jour, image de l'année, met le bleu ciel en ordre. Voilà, donc il y a toutes sortes d'allusions en fait, au texte sacré, mais je vous passe les détails dans ce poème,
qui a été donc traduit au XXe siècle de notre ère donc par un traducteur Ward qui s'appelle Augustin Zomin, et qui a donc choisi l'alexandrin régulier, donc respectant toutes sortes de règles classiques, dans la version que voici. Le Dieu dont le visage et clarté veut éclore, son chant tire des fleurs de l'encensoir d'aurore. Mimosa, le soleil dissipe l'indistinct sur la montagne vierge et revient le matin. À Parathon, le jet d'Isère dit sa prière. La vallée dissocie le parfait et le peu. Comme un caméléon, la nuit devient du vert. Dans la rosée cuivrée, l'heure se réitère. Effigie de l'année, le jour régit le bleu. Voilà, donc un exemple de double traduction. J'ai multiplié l'exercice plusieurs fois dans le deuxième volume, pensant justement que, notamment pour les textes poétiques, avoir une double traduction permettait d'abord de montrer, enfin de rappeler que chaque traduction n'est qu'un choix forcément limité. En tout cas, j'ai pas le talent de trouver des traductions absolues ou des traductions exhaustives ou parfaites. Donc là, je pallie cette imperfection par les doubles traductions, si c'est possible, voire plus tard peut-être davantage, avec l'intérêt aussi de les attribuer à nouveau à des personnages, ce qui permet d'approfondir encore le jeu, disons, le jeu un peu métalittéraire. Il y a dans la préface aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans l'évolution entre le premier et le deuxième livre, le préfacier parle de la nouvelle subjectivité. Je ne sais pas si c'est une référence à la nouvelle objectivité, mais en tout cas, cette nouvelle subjectivité arrive au IIIe siècle et elle est le signe en fait d'une maturation de la littérature qui tout d'un coup s'autorise à porter un regard sur le monde singulier peut-être plutôt que ne dire que des faits, c'est ça ? C'est plutôt une nouvelle objectivité, pour filer la métaphore, une sorte de nouveau réalisme, au sens où le passage des siècles fait que la littérature à partir du IIIe siècle n'est plus exclusivement mythologique. Dans les premiers temps, les Ward, peut-être en raison de leur passé, catastrophique, à l'origine de l'histoire des Ward, en tout cas de ce qu'on en connaît, il y a une guerre qui a été perdue, et un exode qui s'ensuit, et même une migration donc, de ce peuple d'une île située au nord vers une île du sud, une migration qui s'est faite en plusieurs siècles, mais tant et si bien qu'à la fin, les dernières positions dans l'île du nord ont été abandonnées, livrées donc à des envahisseurs, à un peuple ennemi, et le royaume se reconstitue intégralement dans l'île du Sud. Donc le fait qu'il y ait cette espèce de traumatisme national, en quelque sorte, dans leur histoire, fait aussi que dans les débuts de leur littérature, ils s'attachent essentiellement à mettre par écrit les légendes, les mythes, les connaissances qu'il leur reste du passé, même si leur épopée n'a pas été entièrement... En tout cas, l'épopée versifiée a été en grande partie perdue. Ils en ont une version en prose, essentiellement. Voilà, mais ça occupe en gros un siècle à peu près de leur création littéraire, et ce qui correspondrait à notre XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Et dans la suite, et notamment au IIIe siècle de leur calendrier, une fois qu'en gros ils ont mis par écrit tout ce qu'ils avaient conservé du passé, mais aussi par l'effet des écoles de philosophes, par l'effet d'une réflexion sur la langue qui a été menée par ces écoles de philosophie, du fait aussi d'une tradition poétique qui est déjà assez étoffée, eh bien, ils ne se réfèrent plus dans leur récit au passé immémorial ou originel, disons, de la mythologie, mais mettent en scène des histoires plus contemporaines, ou en tout cas où on pressent qu'il y a une certaine réalité plus matérielle, plus quotidienne, même si c'est comme dans une littérature, disons, très classique ou très ancienne, même si c'est souvent le décor de la cour royale, donc, qui est évoqué, et pas évidemment encore la vie du peuple, par exemple, quoi qu'il y ait des exceptions. Cette nouvelle subjectivité fait apparaître en effet des personnages qui ne sont plus entièrement idéalisés comme pourraient l'être des dieux ou des héros de la mythologie, mais qui ont une complexité, enfin en tout cas une amorce de complexité psychologique
en tout cas qui sont mis dans des situations. Je pense à tout un genre narratif qui s'appelle le zarazana, qui pourrait se traduire par récit amoureux, des situations, disons, de conflit, et en particulier de conflit entre un sentiment amoureux et puis l'interdiction de l'adultère dans la cour royale, par exemple. Donc ça met en tension, disons, des aspirations divergentes, et ça donne lieu ensuite à des histoires dont on a plusieurs traces, en effet, assez développées. À partir de là aussi, on a donc peut-être un aperçu de la façon dont non seulement dont ils voient la vie, mais dont ils la vivent aussi à travers ces personnages. On a un autre récit au début du IIIe siècle qui est important dans la littérature des Ouin, puisque pendant des siècles on s'y réfère là aussi comme à un classique. C'est l'histoire d'un banni. C'est un texte qui s'appelle Le Voyage du banni, et qui raconte donc l'histoire d'un homme qui a été, d'ailleurs je vous en lirai un passage tout à l'heure, l'histoire d'un homme qui a été condamné pour un motif qu'on ne sait pas d'ailleurs, ou qu'il cache volontairement, qui a été condamné par un tribunal religieux en l'occurrence, à être banni en dehors donc des frontières du royaume et à errer dans une espèce de territoire qui s'appelle les steppes de la terreur, et le nom évocateur, dont on ne ressort en général pas vivant. Sauf que lui, il a de la chance, donc il se trouve qu'il rééchappe en fait à cette mort certaine, et qu'il réussit donc à passer de l'autre côté de ces steppes de la terreur, qu'il est sauvé par des voyageurs qui passent par là. Et donc nous, par là même, nous en avons donc le récit. Alors, peut-être qu'on... Vous voulez le lire tout de suite, ou est-ce que peut-être qu'on conclura par cette lecture. Je voulais encore vous interroger avant de passer la parole à la salle sur ma transition ratée de tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a une histoire des langues imaginaires, il y a quelques prédécesseurs illustres, dont Tolkien. Paul Frommer est un linguiste californien qui a écrit qui a inventé une langue pour le film de James Cameron. Donc on retrouve dans la littérature populaire le film Avatar. Cette langue Na'vi, il l'a écrite en amont du scénario. Elle a été retravaillée pendant les répétitions, et elle comportait à peu près 1 millier de mots au moment du tournage, et son souhait le plus cher, c'est qu'elle continue à évoluer. Et donc, au-delà du tournage, il y a eu le jeu vidéo qui a nécessité davantage de vocabulaire. Et puis, voilà. Donc là, c'était une démarche assez différente, mais il a exprimé ce souhait, cette langue puisse-t-elle continuer. Et il se trouve que j'ai appris qu'il y a des sites internet, il y a des blogs où les gens se parlent à la fois en Na'vi ou en elfique. Enfin voilà, qu'il y a une véritable vie de ces langues imaginaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous, qui êtes dans une démarche quand même très différente de cette littérature populaire, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez que cette langue, tout d'un coup, diffuse? Comment vous dire, chose que je souhaite au sens que ce serait un de mes objectifs, non, bien entendu. Cela dit, si ça se produisait, je ne verrais pas les gens en promener non plus. Non. Mais c'est pas du tout, en effet, ni mon ambition, ni mon objectif, ni même ce qui me satisfait dans le travail, évidemment. Sur la question, puisque vous l'effleurez, donc autant y répondre. Sur la question, en effet, de tous ces prédécesseurs, de ces gens, en effet, qui ont, donc, disons, construit ou inventé, il y a plusieurs verbes qui conviennent ou qui ne conviennent pas, d'ailleurs, des langues. Je suis assez partagé, parce que d'un côté, pour ce que j'en connais, parce que j'ai rencontré, ou bien j'ai lu un peu sur le sujet, très souvent, et en cela, donc c'est différent de ce que je fais, l'invention de la langue, c'est la création, finalement, elle-même. C'est l'objet de la création, c'est la langue. Pour moi, il était hors de question de créer une langue pour n'en rien faire. Il était évident que c'était... Alors sans que ce soit non plus, comment dire... ça n'est pas une cause dont les textes seraient des effets. C'est pas non plus exactement une condition. Je ne sais pas quel lien... C'était un préalable sans aucun doute, mais pas une fin en soi. Et pourtant, un peu paradoxal, mais
à la fois, ça n'est pas le travail sur la langue n'est pas une fin en soi, et c'est l'écriture qui l'est, et c'est la littérature qui l'est. Et en même temps, pour mener à bien l'entreprise d'écriture, il est nécessaire de mener à bien l'entreprise linguistique. C'est-à-dire que je dois sans cesse, et je le fais bien entendu, sans cesse enrichir la langue, explorer, notamment parce que je les découvre en écrivant, explorer des nouvelles possibilités, continuer inlassablement à produire du vocabulaire à partir des racines existantes, et si possible, alors je le fais aussi, mais avant d'inventer un nouveau mot à partir de rien, de créer donc nouvelles racines, essayer de voir si je ne peux pas me servir déjà des racines, d'autant qu'il y en a déjà des centaines, des racines existantes pour créer de nouveaux mots, etc. Donner également, là aussi ça fait partie du travail quotidien en quelque sorte, donner à des mots existants, même s'ils en ont déjà beaucoup, de nouvelles significations, de façon à développer une polysémie de plus en plus, ce qui donne lieu ensuite évidemment à des jeux intéressants lorsqu'on doit utiliser les mots, voire ensuite les traduire. Bon, tout ça, je ne suis pas certain que ce soit la pratique de la majorité des créateurs de langue, au sens où, pour ce que j'en connais, en tout cas, ils sont aussi souvent, disons, et c'est bien normal, insatisfaits, fondamentalement, disons, et nécessairement insatisfaits de leur travail. Je sais que beaucoup de gens commencent à inventer une langue, dit-on, et puis bon, au bout de 6 mois, ils veulent en inventer une autre, parce que non, ça ne va pas. Et très souvent, c'est une espèce de fuite comme ça, d'une langue à l'autre, et de toute façon, la plupart du temps, ils n'en écrivent rien, ou s'ils s'en servent, c'est pour écrire leur journal, bon, ou bien pour, en effet, communiquer sur des forums, des blogs, bon, très bien aussi, mais... voilà, il n'y a aucun problème avec ça, mais disons, c'est pas ce que je fais, quoi. Oui, il semble que l'entreprise soit un peu plus vaste. Donc, on a... non, parce que je pensais aussi à une autre langue là, qui est en train de faire fureur. J'ai pris mes renseignements auprès d'une génération d'adolescents, et il y a donc dans Game of Thrones, par exemple, une nouvelle langue aussi qui se développe très très vite sur Internet, paraît-il. Voilà, la langue parlée par ceux qui sont loin à l'Est, là. Voilà. Les Russes, non, les Dothraki. Ah, c'est peut-être pareil. Peut-être. Enfin, c'est des bons cavaliers, ils font plutôt penser à des Mongols, je pense, quelque chose comme ça, quoi. Oui, voilà. C'est pareil. Voilà, peut-être que, avant de passer la parole à la salle, vous pouvez nous lire ce que vous aviez prévu de nous lire, parce que c'est effectivement, d'après votre préfacier, ce que Don Quichotte est aux Espagnols, le banni. Oui, c'est une analogie tout à fait discutable, mais en tout cas une figure, en effet, une sorte de figure, peut-être pas tutélaire, mais en tout cas peut-être dans lesquelles les Warnes se reconnaissent, parce que bon, c'est un homme qui est condamné, disons, un peu comme dans leur histoire ancienne, dans leur histoire originelle, où ils sont vaincus par ce peuple étranger, cet empire étranger qui les chasse. Il y a dans l'histoire de ce banni une sorte d'écho finalement à ce qui est l'histoire du peuple d'un point de vue collectif. C'est peut-être une des raisons qui fait qu'ils ont un peu choisi, ils ont reconnu dans ce personnage non pas un criminel condamné à mort, mais plutôt, disons, une sorte de héros, quelqu'un de sympathique en tout cas, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a commis comme crime, même si on suppose que ça doit avoir un rapport avec le blasphème, en tout cas un rapport, disons, avec le sacré ou avec le culte. Et puis aussi parce que en traversant ces steppes de la terreur, eh bien, il décrit des paysages, ce qui justement correspond aussi à un des aspects prédominants de leur littérature, à tel point qu'on parle de paysagisme pour une partie importante de leur littérature classique. Bon, je vais vous lire 2 paragraphes en vardouésan, et puis ensuite je lirai plutôt la traduction, de façon que vous compreniez de façon immédiate. Ansmaeth ekgain walbar tenasma barbas sa warnzad an ankan akmena kirmundanis mant wane zem waknazan zam amardan gurb atsum gorak akau zarbasdaran akau ket mareta safama wana waran abmezin qay wawen gezara ad wamen armaq.
Nam awaren nus gaman witan, jatwa akwan abswara, au zenga met arnis wets. Mena zöta aker wemna welban, erza ewe ketafab mein au arwa ze ardegal en award, jatwa namna pandurun oman ankaman, zam awan sargon akaujat pema, zam a ather ukake kem samanaman edan akafaran akerta years. Erza ak arka nemnes kata tsatharazan, jatwa ankte basdaran men, zömen ab adan wadan, nam awira worbin agun sargon za absatama orba, kan zanama mawaron ja darnaot, arnis arwama te marmans khanis a atata sawaran, ye maka ken waga ange nem erewan wamadan. Après des jours et des nuits, au nombre impossible à déterminer, j'arrivai au pied d'une haute dune, auprès de laquelle il me sembla que je n'étais jamais passé. C'était un empilement de pierres ponces, de couleur violette et de surface rugueuse. On aurait dit une pyramide construite par un architecte fou et consacrée à des dieux morts. Quant à moi, mes forces étaient déjà taries, si bien que l'idée de l'escalader m'inspira du désespoir. Là, pendant un long moment, je restai immobile. Mais au loin, dans ce ravin, une forme blanche attira mon attention et je voulus m'en approcher malgré ma fatigue. C'était le squelette d'un gros animal. Cela ressemblait à un bouc sauvage à cause des cornes torsadées qui brillaient comme des pics à viande de bronze. Cette vision m'accabla de terreur, de sorte que je lançai au ciel violet les paroles que voici. Je serai bientôt dans le même état que ce squelette, car il n'y a pas à espérer de salut dans cet ermitage du chaos. Pour moi, c'est la mort sans aucun autre délai qui sera le plus grand des bienfaits. Ô soleil divin, décide maintenant de m'épargner ou de m'achever. En disant ces mots, je ne saisissais pas s'ils avaient pour intention la prière ou la malédiction. Mais j'éprouvais la peur de la mort, car j'étais sans sépulture. J'eus alors l'idée d'ériger une stèle funéraire, afin qu'un autre banni, un jour à venir peut-être, puisse exhumer mon crâne selon le rituel. Je dégageai toutes les pierres d'un petit emplacement afin d'y aménager une couche, et je balayai le sol avec mes mains pour faire apparaître le sable. Je ne disposais pas d'écriteau afin de marquer mon nom, je pensais donc à employer le crâne du bouc sauvage en échange de l'éternité de mon crâne. Lorsque j'allais le chercher, j'aperçus une file de grosses fourmis rouges qui, pour prélever leur repas, cisaillaient de leurs mandibules habiles un restant de chair sur le squelette. À cet instant seulement, je compris que les fourmis et moi devions nous trouver tout près de la fin des dunes de pierre. Aucun bouc sauvage n'aurait fait exprès de venir dans ces parages hostiles. Celui-ci avait sans doute subi quelques jours plus tôt l'attaque d'une horde de lézards bleus. La file de fourmis escaladait maintenant la haute dune, comme si leur nid se trouvait au-delà. Ainsi je les suivis, et sans hésiter malgré ma fatigue, j'arrivai au sommet de la dune. Je vis alors l'espace que voici, comme on découvrirait un pays nouveau sorti des mirages de la mort. Une vaste vallée s'étendait en contrebas de mon regard perplexe. Des forêts, des collines et des prairies faisaient toute une gamme de verts profonds, vifs et pâles. Au bleu d'un sillon, je discernais même, à force de regards perçants, le cours d'une rivière. Pourtant, ce qui me stupéfia le plus, c'était une forme qui me faisait face, au-delà de la vallée verdoyante, et qui était la paroi du paysage. C'était une haute montagne, une montagne si haute que je doutais un moment qu'il s'en trouvât de telle. Si haute que les rares nuages blancs autour de ses flancs monstrueux ne lui arrivaient qu'à la hanche, que sa base, pour le diamètre, était plus large que la portée de l'arc-en-ciel. Je reconnus, sans erreur possible, la montagne de virginité que les dieux seuls peuvent gravir, la montagne vierge de tout pas d'homme, de tout œil d'homme peut-être. Pour sa forme générale, c'était une pyramide géante, faite de blocs d'or et de malachite. Pour son altitude, elle devait être autre comme 40 de ces dunes que, pris de vertige, j'avais escaladées jusque-là. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que le chiffre 40 a aussi une signification symbolique comme le chiffre 70 que nous avions On le trouve en effet dans le texte, dans le livre sacré du dieu Paraton, puisqu'il a 70 noms. Il y a 70 périphrases qui sont les noms du dieu, parmi lesquels 30 sont réservés donc aux prêtres, donc sont ésotériques, et les 40 premières sont connues de tous. Donc c'est lié à ces 40 premiers noms du dieu Paraton sans doute. Est-ce qu'il y aura 40 siècles comme 40 siècles d'histoire? Eh bien non, puisque ça commence au 12e, au 11e, 12e, donc forcément non. On va s'arrêter au 21e. On va s'arrêter avant. On va s'arrêter avant. Est-ce que il y aurait une première question dans la salle? Voici le micro. Oui. Le voilà ouvert. J'ai plein de questions en fait. La première serait j'aimerais bien savoir d'où vient cette langue, quel est le motif de l'avoir non pas inventée ou construite, mais créée, comme vous disiez. Est-ce que ça correspondait à un manque par rapport à la langue française? Est-ce que vous en aviez besoin pour exprimer des choses indicibles en français? Est-ce que ça correspond à un état, à une acception du monde, justement, de vouloir décrire sans action, sans qualificatif, sans adjectif? Il y a beaucoup de questions, en effet, dans la vôtre. Merci. Peut-être une chose que je voudrais préciser avant. En effet, j'ai parlé à l'instant des inventeurs de langue, ou des constructeurs de langue, ou des créateurs de langue. Autant au début, je pouvais éventuellement comprendre ce que ça voulait dire, autant plus j'avance, plus ça ne veut plus rien dire pour moi. J'ai maintenant vraiment l'impression, comme je l'ai dit la dernière fois, et comme je le dirai sans doute encore souvent, de ne pas l'avoir inventée, cette langue, mais bien de l'avoir apprise, comme si elle existait en fait avant moi. Et d'où vient-elle et d'où vient cette pratique? Vous avez un peu répondu vous-même, en tout cas aussi bien que je pourrais le faire. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner une raison rationnelle pour laquelle je fais ça. Je sais que depuis à peu près l'âge de 15 ans, donc ça fait un certain temps déjà, quand j'ai commencé à écrire, c'était déjà dans des langues, disons, qui n'existaient pas. J'ai inventé en même temps les mots et le fait d'écrire. De façon très spontanée, vraiment, dans une espèce d'effet de nécessité dont je ne peux pas rendre compte. Et de toute façon, ce serait pour des raisons peut-être complètement personnelles qui sont sans intérêt. Donc, en revanche, ce que vous suggérez, oui, je pense que c'est sans doute vrai, que quelque chose ne me suffit pas, peut-être dans le français, par exemple. Ou quelque chose me limite. Mais quoi, c'est là aussi très difficile à dire. Une réponse possible, elle serait d'ordre esthétique. Elle est valable, mais elle n'est pas suffisante. Par exemple, je vais dire une chose complètement absurde, mais parfois, je trouve que le français est horrible. Enfin, mais l'anglais aussi, l'espagnol aussi, toutes les langues sont horribles. Enfin, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pas toutes d'ailleurs, mais très très grande majorité. Dans le wardouésan, et de plus en plus d'ailleurs, mais c'est vrai pourtant dans toutes les langues, il y a une espèce de cohérence même des sonorités qui fait que même si on ne connaît pas du tout, on peut reconnaître cette langue, mais on peut reconnaître n'importe quelle autre langue aussi. Simplement voilà, c'est l'organisation ou des phonèmes ou des graphèmes ou des lettres, donc quand c'est écrit, voilà, convient plus à ce que je pourrais appeler un goût personnel. Alors évidemment, ça va pas très loin hein, comme explication, et c'est pas très ni encore moins comme justification, mais il y a sûrement cet élément-là. Maintenant, bon, outre qu'elles sont horribles, voilà, les langues sont très, comment dire, Roland Barthes aurait dit qu'elles étaient fascistes, mais enfin bon, je suis pas sûr qu'il avait raison non plus, mais disons, elles sont très restrictives dans leurs possibilités. Même si elles ont des milliards de possibilités, ça ne me suffit pas encore. Voilà. Et surtout, ce sont des possibilités qui ont, pour beaucoup d'entre elles, été exploitées, surexploitées. Alors on peut, et c'est tout à fait naturel, de continuer à chercher à faire vivre ces langues, et tant mieux. Et
voire à leur faire rendre gorge de ce qu'elles n'ont pas encore rendu, même s'il en reste de moins en moins, probablement. Pas une anecdote, ça n'a aucun rapport, mais il se trouve que hier ou avant-hier, je ne sais pas, je tombais sur une réaction de Romain Gary à propos d'un jeu de mots que Thomas Pynchon a pu faire dans un de ses romans. Et Gary, qui avait fait le même jeu de mots, donc sans doute 5 ans avant, a écrit, ou en tout cas a protesté en prétendant que Pynchon avait pris ce jeu de mots débile en l'occurrence, ce que Pynchon lui a gentiment fait remarquer. Enfin, s'il se croit le seul à pouvoir imaginer des jeux de mots débiles, il est vraiment grave. Et voilà, donc il a renvoyé Gary à sa bêtise. Voilà, mais pour tout, c'est un peu pareil. Je veux dire, tout ce qui s'est déjà fait, on a tellement dit de choses, c'est pas pour faire mon labruyat, mais on a tellement dit de choses en français, et en anglais, et en espagnol, et en italien, et en russe, et en arabe, et tutti quanti, que forcément, on refait, même sans le savoir, on refait. Les 3/4 de ce qu'on fait, c'est vraiment de la ressucée, quoi. Bon. Et même en étant le meilleur, c'est forcément un peu ça. Bon, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui voilà. Ce serait comme cette montagne vierge et... Voilà, c'est ça. La montagne vierge, là, ça m'intéresse plus. Ouais. Ouais. Je peux enchaîner parce que du coup, en tant que traductrice, je me demande si par votre traduction, vous pensez enrichir ou élargir le champ de possibles du français par la langue originale. Non, mais en revanche, parfois je donne vraiment des mots à mots. Alors, dans les traductions, il y en a des littérales, mais il y en a vraiment qui sont mot à mot, au sens où ça veut vraiment rien dire. C'est-à-dire que si on connaît, ou quand on prend vraiment les groupes de mots en vardouisant les uns après les autres, on comprend, paradoxalement, on comprend en gros, mais c'est absolument agrammatical. Je peux vous donner un exemple d'un poème, ne serait-ce qu'un vers ou deux, mais par exemple, là, je donne un mot à mot d'un ou deux vers d'un poème du même recueil, enfin de la même œuvre qu'on a déjà citée. Près, ça c'est un pays. Après ça, fleuve côtier, Quentin, trace sur la rive, Arcane. Et voici, vestige, en échange d'eux, là-bas, marche. Souffle, sien, ayant aimé, pour, longs cheveux, vierge, etc. etc. Bon. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le mot à mot. Donc c'est du français, on pourrait presque comprendre. Ça veut dire en gros des empreintes de pas près d'un ruisseau du Sa témoignent que jadis Arcane foula ce bord. Là, son haleine aima la vierge aux longs cheveux, bon, etc. Et bon, rapidement, ça pourrait rappeler certaines traductions un peu extrêmes, notamment lorsque Méchonix a retraduit la vie, etc. Bon, je n'ai aucune prétention à apporter quoi que ce soit, mais en tout cas, dans les possibilités presque du français, oui. En tout cas, ça m'amuse de donner ces mots à mots. D'abord, c'est utile parce que ça permet de comprendre comment on pense en vardouisant. C'est d'abord c'est cette fonction-là, mais par ailleurs, et dans un second temps, ça a presque presque une dimension poétique, cette espèce de charabia qui pourtant est purement didactique, quoi. Bien sûr. Juste la question s'il y a déjà un autre ou d'autres locuteurs de cette langue, s'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. J'ai un correspondant en fait qui parfois m'écrit des histoires, donc il utilise les vardouisans pour écrire certains dialogues dans ces histoires, donc il me les fait corriger, et parfois on peut s'écrire en effet des petits messages, mais voilà. Enfin, s'il y en a d'autres, encore une fois, je réponds volontiers, mais c'est pas ma préoccupation première. Voilà. On a bien compris dans la préface du tome 1 que la langue n'est pas un outil de communication, c'est autre chose. Oui, alors quoi matière. Non, je crois sérieusement, on rigole, mais c'est pas drôle. La langue, c'est pas un outil au sens où un outil est extérieur à nous déjà. Même comment dire. Même la main, en un sens, elle relève plus de l'outil que la langue, dans la mesure où on
elle est déjà plus loin, en quelque sorte, peut-être de la tête, ou plus loin de... La langue, elle est un peu comme on concevait l'âme jadis, elle circule un peu partout dans notre corps. Enfin, elle est une des substances finalement qui nous constituent, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Enfin, j'emploie le mot texture je crois dans la préface. La préface il est de mon nom cette fois. La langue, c'est la texture donc c'est à la fois la matière, c'est à la fois l'humeur, presque au sens médical, qui compose notre corps. C'est en tout cas l'une des humeurs. Donc c'est bien autre chose qu'un simple outil, qu'un simple objet, et surtout quelque chose d'extérieur à nous. Enfin, pour moi, l'hérésie, c'est vraiment la considérer comme extérieure à nous. C'est inhérent, c'est fondamentalement inhérent, intérieur, et même si évidemment on s'en sert avec les autres. Continue Claudia, de toute façon si quelqu'un veut te prendre le micro, il te l'arrachera, il n'y a pas de problème. Moi je me demande encore comment la langue est venue, par quoi elle a commencé, par quel genre de mots. Et quel a été le point de départ et comment ça a poussé ensuite. Enfin, je vois ça plutôt comme quelque chose d'organique que comme une construction maçonnerie. Organique ou architectural, c'est pas pareil. On peut prendre les deux métaphores sans doute, mais choisissez. Organique, ça conviendrait peut-être mieux, ça dit. Alors ça remonte déjà à un certain temps, donc les tout débuts où j'ai travaillé au Hardwaysan, c'était en 2007, donc je me souviens plus exactement comment j'ai procédé. J'ai une image en tout cas très nette, c'est que j'avais commencé par écrire donc des groupes ou des syllabes ou des groupes de syllabes, des mots plutôt courts, comme ça venait, sans penser à rien qu'au plaisir en effet d'associer les sons ou d'associer les lettres, ça revient même. Et ensuite, je leur ai affecté une première signification générale au hasard. C'est-à-dire que j'ai pris un dictionnaire, je tombe sur un mot, alors le mot Hardwaysan, je sais pas, mine, je tombe sur l'adjectif blanc, mine ça voudra dire blanc. Voilà. Donc j'ai composé peut-être une centaine ou 200 racines comme ça, vraiment c'est le tout début du travail. À partir de là, si je me souviens bien, se sont dégagées justement des racines, donc avec certains jeux sur les alternances vocaliques, un certain nombre de choses. On peut en déduire des verbes, des noms abstraits, des noms ceci ou cela. Bon. Ayant en même temps commencé à penser à certaines règles de grammaire, en tout cas de formation des mots. Voilà, ça en gros, ça m'a pris quelques mois, avant d'être capable, et là ça a été une étape nouvelle, avant d'être capable d'écrire quelque chose. J'avais suffisamment de mots, disons, pour écrire ne serait-ce qu'une histoire toute simple. Voilà. Et la deuxième étape, donc, ça a été d'écrire pour la première fois quelques phrases, et puis un paragraphe, et puis un court texte directement au Hardwaysan. Donc ça, on est vraiment dans l'élaboration. Avant même, c'était même pas des brouillons, c'est-à-dire que ces textes-là, j'ai dû les jeter, enfin, c'était une espèce d'avant-projet, si vous voulez. Et puis ensuite, avec la pratique, essentiellement, donc avec la pratique, là, les choses ont commencé, les unes après les autres, à se mettre en place, et en même temps à croître. Donc il y a un peu les deux, les choses organiques, au sens où ça croît quand même, ça grandit. Et puis en même temps, ça se géométrise, ou ça se structure en tout cas. Comme une plante d'ailleurs peut le faire aussi. Et le résultat étant maintenant que la langue telle qu'elle a évolué dans ma pratique transcrit aussi ce qui est l'évolution historique cette fois-ci du Hardwaysan, puisque cette langue comme toute langue, entre la fin du deuxième volume et le début du premier volume et la fin du deuxième volume, il y a tout de même des modifications plus ou moins sensibles, sans compter qu'il y a aussi des modifications synchroniques et des dialectes plus ou moins illustrés par les textes, donc différents dialectes qui
sur le plan cette fois-ci de la synchronie, joue aussi toutes sortes permettent de varier également beaucoup. Voilà. Et maintenant, j'en suis à l'idée, disons, plus générale de l'évolution générale, vraiment de l'évolution de la langue sur plusieurs siècles, puisque je travaille là sur un roman qui se passe aujourd'hui, donc où il y a des phrases, voire des paragraphes entiers qui sont écrits en valloisan moderne, et donc je sais en gros vers quoi je me dirige. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà inventé une langue étant enfant? Parce que normalement, les langues se développent d'une façon organique chez l'enfant, et surtout oralement, pour commencer, d'une façon artificielle. Artificiel et écrit, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça. Ce qui est écrit n'est pas plus artificiel que ce qui est parlé. Mais bon, peu importe, on ne va pas faire du Derrida. En revanche, enfant, non. Et je crois qu'il y a des statistiques, j'ai vu ça, il y a des études qui ont été faites. Il semble que c'est à l'âge de 11 ou 12 ans en moyenne que la plupart des gens qui, en effet, inventent ou créent, ou comme Moudra, des langues, le font. Donc c'est plutôt lié, en effet, à l'adolescence, voire la préadolescence qu'à l'enfance. Je ne pense pas qu'il y ait de cas d'enfants qui inventent des langues. Enfin, si, ils inventent des mots, peut-être, ils jouent, mais c'est sûrement une façon de retrouver ça, en effet. Il y a en tout cas, nécessairement, il y a un rapport à ce moment un peu jubilatoire de la petite enfance où on parle pour ne rien dire, où en effet on émet des sons, et c'est en ça que c'est pas justement artificiel, mais sans songer justement à la coalescence du signifiant et du signifié. Donc c'est pas du signifiant, c'est du bruit, c'est du son. Où on imite déjà, même s'il y a sans doute évidemment des charges, comment dire, il y a de l'humeur, il y a de l'affectif, il y a du désirant, il y a tout ce que vous voudrez dans ces sons qu'on peut émettre tout petit, mais il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler non plus du sens ou du symbolique, en tout cas, on sera d'accord là-dessus, il n'y a pas du symbolique. Et alors chez les gens qui vont pratiquer, d'ailleurs souvent à leur corps défendant la glossolalie, on va retrouver ça, c'est-à-dire des gens qui ont un plaisir immense, je pense, et peut-être d'ailleurs une souffrance immense aussi, à émettre des sons complètement déconnectés de tout symbolique et de toute signification. Mais là, on est dans le domaine vraiment de la psychiatrie. Pour les gens qui, semble-t-il, ont le goût d'inventer des langues, en tout cas, où il y a quelque chose quand même de symbolique, ça se passe plus tard, disons, à l'adolescence. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui. Oui. Ah, c'est un cas particulier, j'y pensais, oui, bien sûr. Claudia ? Oui, c'est un cas particulier, les jumeaux. Oui, tout à fait, j'y ai pensé, mais vous avez tout à fait raison. Et Tournier, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un roman de Tournier qui parle de ça, qui doit s'appeler c'est les météores, où il est question de la langue qui s'appelle l'éolien. Il me semble que c'est la langue que ces deux jumeaux. C'est pas une langue d'ailleurs. Tournier analyse ça très bien. En quelques pages, il dit que c'est plutôt autre chose qu'une langue, justement, au sens où ce sont des mots qui sont tellement polysémiques qu'ils ne peuvent être compris évidemment que par les deux jumeaux, mais qui ne peuvent être compris que en rapport au contexte. C'est-à-dire tel mot qui désignera un truc long, ça peut être un stylo, ça peut être un arbre, ça peut signifier toutes sortes de choses en fonction d'un contexte qui est limité à l'univers, en effet, des deux jumeaux. Donc je crois que le cas des jumeaux est assez différent du cas de tous les enfants qui peuvent aimer, en effet, proférer les sons comme ça par pur plaisir. En tout cas, c'est un cas particulier. Bon, mais je crois qu'à moins qu'il y ait encore une question, je pense qu'il est temps de boire un verre, oui, et de continuer la discussion de manière informelle. Malencontreusement, nous n'avons pas de livre derrière vous à vendre aujourd'hui. Bon, voilà, il y a eu un loupé. Mais est-ce que, si vous voulez consulter après cette rencontre les livres pour voir à quoi ça ressemble la translittération, ce dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a un syllabaire aussi qui est donné. Alors, c'est-à-dire que voilà, on retrouve, et ça, voilà, vous pourrez regarder à quoi ça ressemble.
Il y a un syllabaire qui est donné, donc l'écriture, de façon générale, dans le recueil, est une translittération. Il y a un glossaire, il y a des cartes. Je crois que nous avons parlé très rapidement tout à l'heure d'une invitation à Loucarpo, à l'ouvroir de cartographie potentielle où vous êtes rendu. Voilà, vous êtes aussi cartographe, donc. Et tout ça est à votre disposition ici. Ce sont les exemplaires de la bibliothèque, nous ne pouvons pas les sortir, mais néanmoins vous pouvez les consulter. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous dis à la prochaine rencontre très vite. Merci. Salam.